Vous êtes à l'écoute de la radio Spoutnik. Au micro, l'observateur Igor Yazon. Le 27 juillet, dans une salle de la ville de Banolé, en région parisienne, avait eu lieu la conférence spéciale, le 313 ans de la résistante africaine Yaya Kimpavita. Dans le cadre de la conférence a été diffusé le film Kimpavita du producteur et réalisateur congolais No Kunda Mdala. La conférencière sur cette manifestation était la Congolaise Blandine Diafutua, secrétaire générale du mouvement des résistants combattants congolais RCK et le présidente du collectif Souveraineté panafricaine. Et voici aujourd'hui, dans une interview au téléphone de Paris, Blandine Diafutua raconte la Kimpavita. Pourquoi certaines Africaines qualifient Vita de Jeanne d'Arc africaine? Enfin, pourquoi en République démocratique du Congo du XXe siècle, il était important de ne pas oublier les idéaux pour lesquels cette femme héroïque a donné sa vie. Alors pourquoi ça? C'est tout simplement parce que Jeanne d'Arc Kimpavita plutôt a été une jeune fille qui très tôt a commencé à défendre les droits de son peuple contre l'esclavagisme, la colonisation. Et suite à ça, elle a été brûlée au bûcher. Et donc, identique à Jeanne d'Arc, qui était aussi une servante, une chrétienne qui s'est battue pour les droits des femmes et contre l'oppression des plus riches. Et elle a été également brûlée au bûcher. Donc voilà la relation, pourquoi on appelle Kimpavita Jeanne d'Arc de français. Mais vous pouvez raconter aux auditeurs de Spoutnik, qui était Kimpavita? Alors, Kimpavita était une jeune fille donc d'origine congolaise qui, après avoir été baptisée Béatrice à l'époque des colons dans les années 1700 par les Portugais, à l'arrivée des Portugais, a compris que les Portugais, donc l'Occidentaux, venaient esclavagiser son peuple, c'est-à-dire qu'on les privait de tous les droits. On était même là pour cultiver la terre, il fallait demander la permission aux colons, les droits étaient complètement bafoués, on n'avait pas de liberté. Et en plus, on nous imposait une religion qui n'était pas la nôtre. C'est-à-dire que nous, en Afrique, on a une croyance, on va dire plutôt une croyance à nos esprits et aux esprits de la terre. Donc, ce qu'on appelle la spiritualité chez nous. C'est pas une religion, c'est plutôt quelque chose qui est en lien direct avec les éléments naturels que Dieu a mis sur terre. C'est ce que nous appelons la spiritualité. Et les colons portugais à l'époque, ils voulaient nous imposer donc le christianisme. Et donc, Kimpavita s'est levée contre tout ça. Et à l'époque, elle n'avait qu'une vingtaine d'années. C'est une très jeune adulte qui venait à peine de comprendre un peu la réalité de la vie, de se prendre en charge. Et donc, elle s'est rebellée contre tout cela, d'abord par la parole, en demandant des explications, en refusant certaines injustices, et par la suite par la conscientisation de son peuple, de ses frères, de ses sœurs, de son entourage, pour justement amener à une forme de rébellion contre les colons portugais à l'époque. Mais c'était presque il y a plus de 3 siècles de nos jours. Et quelle est l'actualité que vous montez cette histoire? Oui, tout à fait. Donc, si on en reparle aujourd'hui, c'est tout simplement parce que nous avons remarqué que depuis c'est la mort de Kimpavita, si on peut appeler ça ainsi, le crime de Kimpavita, il y a eu dans les générations qui ont suivi des femmes qui se sont levées comme elle, qui se sont battues comme elle, et souvent la plupart ont été tuées aussi. Et au jour d'aujourd'hui, en l'an 2000, et surtout au niveau de la diaspora congolaise, il y a de plus en plus de Kimpavita. C'est-à-dire que, et j'en suis une réincarnation, puisque pour nous, elle a été réincarnée à travers toutes ces femmes, et j'en suis une réincarnation. Et dans cette réincarnation, nous sommes des femmes qui sommes dévouées à la cause, qui nous battons pour l'être humain, pour l'humanisme, pour le droit des êtres humains tout d'abord, et nous sommes prêts à nous sacrifier pour cela. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, 303 ans après, on veut justement réenseigner, remontrer que c'est pas nouveau. Non seulement c'est pas nouveau, mais que ça vient de quelque part.
Donc c'est pour ça qu'on honore aujourd'hui les 313 ans de la mort de Kim Pavita, pour raconter à la jeunesse l'histoire de nos ancêtres et comment que déjà dans les années 1700, des femmes pouvaient se lever, des jeunes filles, c'était même pas encore des grandes femmes, c'était des jeunes filles à peine dans la vingtaine qui se lever et qui sacrifiaient leur vie pour défendre les droits des autres. Voilà pourquoi on continue à perpétuer la mémoire de Kim Pavita. Si vous me permettez, je vous invite à revenir à nos jours. Qu'est-ce que se passe à la République démocratique du Congo? Alors, en République démocratique du Congo, c'est assez choquant, c'est assez triste à en parler parce que c'est un grand pays immensement riche qui se trouve en Afrique centrale, un des plus grands pays d'Afrique centrale, qui possède toutes les matières, les minerais, les substances naturelles organiques que l'homme a besoin dans le monde. Et à cause de cela, nous sommes exploités par toutes les multinationales, les plus grandes multinationales qui font leur richesse sur le malheur du peuple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, la population congolaise est la plus pauvre du monde. Elle ne vit pas de ses ressources naturelles et minières. Elle ne vit pas non plus de la protection sociale et des droits humains de l'État, puisque l'État congolais est occupé par le Rwanda. Nous sommes sous l'occupation. Depuis plus de 21 ans, nous sommes sous l'occupation permanente du Rwanda et du Burundi. Même si aujourd'hui, on a eu l'année dernière un changement de régime, c'est-à-dire une élection qui a amené à ce qu'un fils du pays, Etienne Tshisekedi, puisse être élu comme président, mais Kabila n'est toujours pas parti. Il tient, lui et les siens, encore des institutions congolaises, et donc on n'est toujours pas sorti de cette occupation-là. Et on déplore en République démocratique du Congo aujourd'hui plus de 12 millions de morts, enfants, hommes, femmes confondus. Voilà. Donc, la lutte pour le meilleur avenir des Congolais, les Congolaises, continue? Oui, elle continue, bien sûr. Elle ne peut pas s'arrêter tant qu'on n'a pas atteint cette liberté. Maman Kim Pavita est morte en défendant cette liberté. D'autres sont morts, comme les Patrice Emery Lumumba, que vous connaissez très bien en Russie, et qui sont morts aussi pour cette liberté, pour lui atteindre l'indépendance que nous n'avons toujours pas obtenue. Et nous, aujourd'hui, on continue à nous battre pour obtenir cette liberté et cette indépendance, cette souveraineté de notre peuple, et surtout pour pouvoir bénéficier nous-mêmes directement avant tout de nos richesses. Puisque au Congo, je vous rappelle, le Congo a été exploité, a été découvert depuis les années 400, depuis le XIVe siècle, successivement par les Portugais, par les Anglais. Et suite à ça, puisqu'à l'époque on pensait que c'était l'Inde, mais ce n'était pas l'Inde, Christophe Colomb n'a pas découvert l'Inde, il a découvert l'Afrique. Donc l'histoire a été beaucoup tronquée à ce niveau-là. Donc ça fait que depuis XIVe siècle, notre terre est exploitée. Elle est volée, elle est pillée. Et aujourd'hui, en 2019, bientôt 2020, ce pays continue à être volé et pillé. Ce qui veut dire que la richesse qu'il y a dans nos sols et dans nos sous-sols est immense, elle est infinie, elle ne finit jamais. Donc, on ne mérite pas de mourir pour cela. Si c'est une richesse qui ne se termine jamais, ça veut dire qu'on peut la partager. Ça veut dire que le monde entier peut profiter, mais pas au détriment du peuple congolais qui aujourd'hui est massacré pour cette richesse-là. Sinon, à nous battre pour cela. Donc, si j'ai bien compris, votre mouvement, vous êtes le secrétaire général du mouvement, c'est un peu, comment dirais-je, c'est l'opposé de pouvoir actuel dans votre pays. Oui, donc nous, le RCK, les résistants combattants du Congo, donc du Congo, c'est-à-dire le Congo avec un K qui représente toute la royauté congolaise, tout le royaume Congo, qui avait à l'époque de Kim Pavita, il y avait cette descendante justement de cette royauté. Et royauté, nous n'avons pas que le peuple congolais, nous avons également le peuple camerounais, le peuple gabonais, le peuple centrafricain, le peuple de la Mozambique, namibien, burundais, tous ces peuples angolais, congolais de Brazzaville aujourd'hui, tout cet ensemble de pays formaient un royaume, et c'est le royaume Congo. Donc nous, on se bat pour défendre l'ensemble de ces pays aujourd'hui. Mais aujourd'hui, comme je viens de vous le dire, nous avons toujours une occupation rwandaise ou en République démocratique du Congo. Nous sommes contre ce régime, cette prise en otage de la population et des institutions congolaises. Et aujourd'hui, il y a eu un changement politique au niveau de la présidence, mais cela n'empêche que le RCK, même si elle reconnaît la présidence de Félix Tshisekedi, n'est pas d'accord que Kabila continue d'exercer son pouvoir au sein de nos institutions. Donc nous continuons à lutter contre cette occupation qui est toujours visible et palpable. Et vous, est-ce que vous croyez qu'on peut changer la gouvernance de ce pays?
On peut changer la situation, bien sûr que nous pouvons le changer. Il suffit pour cela que le peuple soit informé de tous ses droits et que le peuple exerce son pouvoir constitutionnel, c'est-à-dire le soulèvement populaire, qui est l'article 64 de la Constitution congolaise, qui donne justement le droit au peuple congolais de se révolter ou de revendiquer ce droit par tous les moyens contre une personne ou un groupe de personnes qui prennent le pouvoir par la force ou qui le maintiennent par la force. Et aujourd'hui, nous avons la preuve qu'Kabila est inscrit dans plusieurs dossiers internationaux de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre, mais également de corruption et de détournement de fonds. Donc nous avons effectivement cette preuve que Kabila exerce un pouvoir malsain et il l'exerce par la force en République démocratique du Congo. Donc le peuple congolais peut changer les choses et nous c'est dans cette optique de conscientisation du peuple que nous continuons à lutter, que nous avons lutté ici dans la diaspora et que nous allons continuer à le faire en République démocratique du Congo, puisque très bientôt nous allons descendre en République démocratique du Congo, nous enregistrer comme parti politique officiellement et par-delà conscientiser le peuple congolais et l'amener à appliquer vraiment cet article 64 pour libérer ces institutions de l'occupation rwandaise. Madame Diavouta, je vous remercie pour cet entretien. J'espère nous vous rencontre. Je l'espère aussi, Igor. Peut-être que vous viendrez en Russie, nous irons en Russie ou vous viendrez au Congo nous voir. Ce sera avec plaisir. Merci et bonne journée. Merci à vous. Bonne journée à vous.